Les touristes britanniques ont été très nombreux à venir séjourner à Aix-les-Bains au cours du XIXe siècle et début XXe siècle. Des noms de rues, des noms d'hôtels, des statues en témoignent encore aujourd'hui. De même qu'une grande majorité d'activités sportives qui leur doit leur création. En 2020, une exposition et une revue de la Société d'art et d'histoire ont fait revivre ce riche héritage. La pandémie a malheureusement empêché bon nombre de visiteurs de venir la voir. Cette vidéo permet de la découvrir, de la redécouvrir et de la garder en mémoire. Nous devons aux Britanniques d'avoir largement contribué au développement du tourisme. En effet, le touriste est l'héritier direct de la tradition du Grand Tour d'Europe, voyage initiatique que tout jeune homme de la haute société européenne se devait de faire à sa sortie de l'université et avant de prendre sa place dans la société. Ce mouvement de découverte de pays étrangers se développe pendant toute cette période. L'essor des transports, l'enrichissement d'une certaine population grâce à la révolution industrielle, la naissance des guides touristiques, tout contribue à l'essor de cette itinérance, de cette pérégrination d'une certaine élite, celle qui détient l'argent et le pouvoir. La ville d'eau, la villégiature sont nées. Il est difficile de produire une statistique fiable de la présence britannique à Aix-les-Bains. La seule source d'information est la liste des étrangers que la ville fournit dès le début du XIXe siècle. Avant 1860, les Suisses, les Piémontais sont majoritaires. Après 1860, la fréquentation britannique augmente régulièrement, connaît un pic à 54% des étrangers en 1875 et redescend progressivement jusqu'à 30% à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les Aixois se mobilisent pour leur réserver un accueil de qualité. Des cours d'anglais sont proposés à de nombreuses professions. Un pasteur vient de Chambéry, puis une église anglicane ouvre ses portes en 1870. Les noms anglais fleurissent alors le long des rues, des places et des enseignes. À la fin du XIXe, pour représenter cette colonie britannique, la reine nomme un agent diplomatique et entre les deux guerres, un consulat est ouvert dans un immeuble de la place des Thermes. Entre 1924 et 1939, Philip Longton Bramley, ancien pilote de la Royal Air Force, occupe avec panache le rôle de vice-consul. Les Anglais célèbrent également à Aix-les-Bains les fêtes de l'Empire britannique. Au début du XIXe siècle, le voyage depuis les ports d'arrivée des bateaux anglais jusqu'à Aix-les-Bains nécessitait plusieurs jours de voyage, en diligence ou en voiture de poste. En 1858, en Savoie, le chemin de fer Victor-Emmanuel de Saint-Jean-de-Maurienne à Aix-les-Bains est raccordé à Culose au chemin de fer du Paris-Lyon et de Lyon à Genève. De la sorte, le voyage se fait dans un temps très court, en une nuit et un jour, on est à Aix-les-Bains. En 1869, la Malle des Indes, ce train international transportant le courrier de l'Angleterre vers les Indes et qui jusque-là utilisait l'itinéraire par Marseille, est détourné depuis Mâcon vers Bourg-en-Bresse, Ambérieu, Aix-les-Bains et Modane. De là, il continuera vers Turin et Brindisi. Alors que jusqu'à présent, on avait adjoint des sleep-in, donc des wagons-lits, à la Malle des Indes pour le transport plus confortable des voyageurs,
on va, à partir de 1890, créer un nouveau train réservé aux voyageurs, le Peninsular Express, qui desservira Aix-les-Bains dans des conditions de confort bien améliorées, tandis que la Malle des Indes continuera à ne transporter que des colis. Ce train, au-delà de Modane, continuera en Italie jusqu'à Brindisi par la voie du Mont-Cenis. Toutefois, et par la suite, on créera d'autres trains rapides, très confortables, tels que le Savoie Express ou un peu plus tard, le Rome Express, qui conduiront les voyageurs anglais à Aix-les-Bains dans des conditions de confort extrêmement appréciées à l'époque. Dès le début du XXe siècle, 5 allers-retours, quasiment tous les jours, entre Londres et Aix-les-Bains, vont apporter des facilités aux voyageurs que l'on n'avait pas jusque-là. Mais dès 1938, les voyageurs fortunés vont pouvoir utiliser pour la première fois l'avion. Un avion privé qui se posera sur la piste en herbe de l'aérodrome d'Aix-les-Bains-Chambéry, alors que, après la dernière guerre, des vols réguliers pourront conduire les voyageurs jusque dans notre station thermale. Dans les années 1880, la reine Victoria, souveraine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande, règne alors sur la plus grande puissance industrielle et commerciale du monde, l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Elle est montée sur le trône depuis presque 50 ans et jouit d'un prestige immense. Alors, ces voyages d'agrément à l'étranger sont rares. Mais c'est sa fille Béatrice, âgée de 26 ans, qui avait suivi des soins à Aix en 1883, qui la convainc, par son enthousiasme, de venir en Savoie. Elle se rend par 3 fois dans la cité aixoise en 1885, 1887 et 1890. Ces 3 séjours n'ont rien d'officiel. Pour des raisons de protocole, la reine voyage sous le nom de comtesse de Balmoral. Mais ses villégiatures sont considérables pour Aix-les-Bains. Elle aura passé au total 73 jours dans la luxueuse annexe de l'Hôtel de l'Europe, la Villa Mottet, renommée rapidement Villa Victoria. L'hôtel est alors installé au sein de l'un des plus beaux parcs de la cité thermale. La reine Victoria aura tout de suite un coup de foudre pour Aix-les-Bains. Son décor entre lac et montagne, son climat, ses habitants, ce qui explique sans doute qu'elle fera acheter des terrains à Tresserve avec l'idée de faire construire une résidence sur la colline. Le projet ne fut pas concrétisé, mais témoigne tout de même de son réel engouement pour la Savoie. La reine Victoria apprécie le dépaysement, bienvenue après les sombres hivers londoniens, les lourdes contraintes de la cour et du pouvoir politique. Bien sûr, même en vacances, elle doit consacrer chaque matin 2 heures à dépouiller et répondre au courrier royal. Cependant, les visites protocolaires se limitent au strict minimum. Elle préfère les rencontres distrayantes, quelquefois improvisées et rarement politiques. Elle visite et reçoit la plupart des membres de l'aristocratie britannique installés ou de passage comme Lady Wally, la comtesse Somers ou Lord Gower. Les propriétaires des belles demeures environnantes lui ouvrent leurs portes. Elle peut très librement choisir d'entrer de manière impromptue dans les châteaux de Bourdeaux, de Bonport, la Villa Bellevue, le splendide hôtel et le château Brachet où nous nous trouvons actuellement. Mais elle parcourt également les villages et hameaux alentours, échange en français sans aucun accent avec les habitants, se montre généreuse avec les enfants qui lui tendent des bouquets. Nul doute qu'elle apprécie beaucoup la discrétion des habitants, leur gentillesse et aussi le professionnalisme des organisateurs locaux, maires, hôteliers, policiers, médecins,
qui reçoivent des témoignages de reconnaissance. Elle va consacrer beaucoup de temps à peindre les montagnes, le lac et la flore qu'elle découvre. Parmi ses lieux de prédilection, la baie de Grésines, Bourdeaux ou la route du col du Chat. Certaines de ses œuvres sont conservées dans les collections royales. Elle ne passe pas inaperçue, escortée de ses serviteurs écossais ou indiens en costume traditionnel, entourée de ses dames de compagnie et de sa proche famille, de son médecin et de son secrétaire particulier. Aix-les-Bains a des atouts indiscutables pour organiser de tels séjours. L'équipement des hôtels est du dernier cri et le niveau de confort est devenu optimal. Par ailleurs, la ville est bien desservie par le train et les 2 luxueux wagons spéciaux de la reine Victoria peuvent arriver jusqu'à la nouvelle gare d'Aix. Faire suivre depuis la Grande-Bretagne une suite de 60 personnes, le mobilier privé et des chevaux est devenu plus aisé. Les allées et venues des membres de la famille royale en sont également facilitées. La reine ne reste pas cloîtrée dans le parc de l'Hôtel de l'Europe. Elle se rend à l'office de l'église anglicane, assiste à des fêtes depuis son balcon, fait de grandes excursions à Chambéry, à Annecy, à Hautecombe et au monastère de la Grande Chartreuse en grand équipage pour des visites aussi inédites que spectaculaires. Beaucoup de choses ont été dites ou écrites sur les séjours de la reine, mais il convient de rétablir quelques vérités. La reine Victoria a visité longuement les thermes, mais elle n'a pas pris les eaux. Néanmoins, elle s'est adjointe, depuis l'été 1883, les services d'une masseuse aixoise, Charlotte Nantais, qui se rend régulièrement à la cour d'Angleterre pour pratiquer son art. Autre exemple, la reine n'est jamais montée à la Chambotte en chaise à porteur. Lorsqu'elle rejoint ce belvédère au-dessus du lac, où elle va déguster les scones de Madame Lansard, d'origine écossaise, c'est avec l'aide de son âne Jacot, cet âne savoyard acquis au Grand Port. Jacot tire souvent la petite voiture que conduit la reine dans les jardins et les environs de la station, et puis plus tard en Angleterre et sur la Côte d'Azur. Même si la présence saisonnière des Britanniques est bien antérieure à la fin des années 80, nul doute qu'en fréquentant la ville, elle donne un nouvel élan à l'engouement britannique pour la petite station thermale savoyarde. Lorsqu'elle préférera par la suite fréquenter assidûment Nice et la Côte d'Azur, la reine Victoria gardera toujours pour Aix-les-Bains un attachement sincère. L'érection en 1924 de son buste sur la place du Revard était bien le moins que la ville put faire en souvenir de l'un des épisodes les plus prestigieux de son histoire. La princesse Béatrice, la fille cadette de la reine Victoria, souffrait de rhumatisme aigu. En 1883, le docteur James Reid, médecin personnel de la reine Victoria, l'adresse au docteur Garot qui lui conseille de faire des cures à Aix-les-Bains. Donc elle a été prise en charge pour sa cure par le docteur Francis Berthier qui exerçait dans ces lieux dont on retrouve les initiales sur la cheminée. Tout d'abord, il faut rappeler que les cures thermales d'Aix-les-Bains existaient depuis l'Antiquité romaine. En Angleterre, on retrouve dès 1720, dans la bibliothèque de l'Université de Londres, des ouvrages médicaux attestant les échanges entre le corps médical britannique et les médecins aixois. En effet, ces médecins font de fréquents séjours dans les îles britanniques, l'hiver, pour la promotion de la station thermale, pour échanger des informations avec leurs confrères anglais et confronter leurs idées, leur savoir-faire et leurs pratiques. Alors, ces médecins sont nombreux. On peut citer le docteur Joseph Despines, qui, après un voyage en Écosse en 1822, introduit la douche écossaise à Aix-les-Bains.
Ensuite, nous pouvons citer les docteurs Blanc et Brachet, parfaitement bilingues, qui allaient régulièrement l'hiver dans les stations thermales anglaises. D'autre part, la revue médicale britannique The Lancet publie un article du docteur Brachet sur la polyarthrite rhumatoïde et son traitement par les eaux d'Aix-les-Bains. Et le docteur Henri Forestier, avec le concours du docteur Alfred Garot, participe activement à l'amélioration des techniques thermales, dont la codification de la douche-massage. Sir Alfred Baring-Garot est l'un des premiers prescripteurs britanniques pour les soins thermaux à Aix-les-Bains. En 1859, la parution de son ouvrage intitulé « La goutte, sa nature, son traitement et le rhumatisme goutteux » fait autorité et relance l'activité de la station thermale. En effet, ce médecin a adapté la cure thermale au traitement de la goutte. Pour accueillir cette clientèle britannique importante à cette époque, de nombreux guides ont été écrits directement en anglais ou traduits du français. Les curistes anglais sont accueillis soit par des médecins aixois, soit par des médecins britanniques qui sont venus s'installer à Aix-les-Bains pour accueillir leurs patients, en particulier les docteurs Stanley Morton Rendall et le docteur William Wakefield. En dehors de la cure thermale ou de certains rendez-vous mondains, le touriste britannique en villégiature apprécie particulièrement les excursions autour de la station et du lac du Bourget. Depuis fort longtemps, le site de l'abbaye d'Hautecombe est des plus prisés. Le simple visiteur ne découvre que l'église et les nombreux cénotaphes des princes de la maison de Savoie, dont celui de Boniface, qui fut archevêque de Canterbury. Seule la reine Victoria a pu visiter le cloître et les appartements royaux. De même pour les excursions à Saint-Pierre de Chartreuse et son monastère, connus dans le monde entier. Autre site privilégié, l'auberge de la Chambotte, afin d'admirer la vue exceptionnelle sur le lac et d'en déguster les fameux scones So British. Bien entendu, les Britanniques sont attirés par les paysages alpins qu'ils découvrent, comme Chamonix et la mer de glace. Plus près d'Aix-les-Bains, ils découvrent bien évidemment les environs immédiats, les thermes de Marlioz et leur parc, les gorges du Sierrose et celles du Fier pour le Grand Frisson, ou encore le plateau du Revard, accessible par le chemin de fer à Crémaillère à partir de 1892, d'où l'on découvre le Mont Blanc. Au fil des époques, pour se déplacer, on louait à la journée des voitures à cheval ou plus tard des automobiles dans les premiers garages. On empruntait les omnibus ferroviaires pour les gorges du Fier, Chamonix ou Annecy, puis, dans les années de l'entre-deux-guerres, les cars d'excursion. Somme toute, les destinations des visites n'ont guère changé avec le temps. Sir Samuel et Lady Wallis sont des membres influents de la colonie britannique qui vivent une bonne partie de l'année en France, entre Nice l'hiver et Tresserve l'été, dans la Maison du Diable, rebaptisée Maison Bellevue, dont ils ont fait leur résidence. En 1868, les époux Wallis achètent du terrain à l'ouest de la rue de Genève en vue d'y construire une église anglicane. Paul Bonnat, un entrepreneur aixois, va réaliser les travaux. Achevée fin 1869, ce n'est qu'une petite chapelle en pierre calcaire, offrant alors une capacité d'accueil de 120 personnes. Un comité a été constitué et une souscription est ouverte.
1882, Sir Samuel Whalley la cède à la Colonial and Continental Church Society, gestionnaire du patrimoine anglican en dehors du Royaume-Uni. 2 ans plus tard, Lady Whalley va financer elle-même un agrandissement constitué des 2 bas-côtés et du porche, doublant ainsi la capacité d'accueil. Un magnifique vitrail orne la façade est en souvenir de feu Sir Samuel Whalley. Il représente la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda, citée dans l'Évangile selon saint Jean, un sujet qui convient parfaitement pour notre station thermale. En 1886, Lady Whalley fait ajouter une chaire en marbre. Certes bien modeste, Saint-Swithin fut l'église de la reine Victoria qui s'y rendit 9 fois. Le retable offert par la reine est l'un des objets remarquables de l'église. Comme elle, nombreux sont les fidèles qui se montrent généreux, offrant vases, plats de quête et autres objets de culte. Un aigle lutrin qui fait référence à l'évangéliste Jean orne l'église depuis 1896 au moins. Le buffet d'orgue est installé en 1903. 5 mois après la première villégiature de la reine Victoria, en 1885, l'église est officiellement consacrée à Saint Swithin, ecclésiastique anglo-saxon, élu évêque de Winchester en 852 et encore fêté en Angleterre aujourd'hui, équivalent de notre saint Médard. Et pour la petite histoire, Sir Samuel Whalley était né lui-même le jour de la Saint Swithin, qui était son 2e prénom. Jusqu'en 1939, l'église est régulièrement fréquentée par la communauté britannique lors d'offices religieux et de célébrations diverses. Quelques événements exceptionnels attirent une foule considérable et de hautes personnalités telles que Georges Ier, roi de Grèce, présent pour la cérémonie en l'honneur du couronnement du roi Édouard VII, fils de la reine Victoria. Après la guerre, l'édifice, peu utilisé, va se détériorer rapidement. Son avenir est alors incertain. C'est le sauvetage de l'orgue, installé en 1896, qui va permettre le sauvetage de l'église Saint-Swithin, en particulier grâce à l'action déterminante de Marguerite Boyer et de l'organiste Marcel Bertinotti. L'église, vendue à la ville en 1976, devient un centre œcuménique et culturel permettant d'y organiser des cérémonies religieuses ou encore des concerts grâce à l'association Les Amis de l'Orgue de l'église Saint-Swithin. Le sport fait partie intégrante de l'éducation des classes supérieures britanniques dans leur célèbre collège. Ils aiment donc à retrouver dans leur voyage les activités qu'ils ont l'habitude de pratiquer chez eux. À Aix-les-Bains, ils assistent, toutes générations confondues, aux courses de chevaux sur l'hippodrome construit en 1884. Un premier golf est construit expressément pour eux sur la colline de Corsuet par les docteurs Brachet et Blanc. Il est remplacé par un nouveau parcours près de l'hippodrome, comprenant alors 18 trous à partir de 1926. Le lawn tennis est un des autres sports privilégiés des Anglais. C'est d'abord dans les hôtels que les premiers cours sont installés, comme au Splendide, à la fin des années 1880, puis ensuite le Bernascon ou le Mirabeau. La ville propose des cours dans le parc thermal en 1897, avant la fondation du tennis club en 1913. Enfin, tout bon Britannique passe du temps à s'exercer au tir au pigeon, sport importé des Indes. Le casino Grand Cercle établit un stand de tir au pigeon sur l'hippodrome vers 1880, avant de le déménager sur les hauteurs de la ville en 1909. Autre sport très britannique, le croquet. Des hôtels l'adoptent rapidement
comme le Bernascon qui installe un parcours. La mode des sports anglais a beaucoup influencé la jeunesse aixoise qui fonde en 1901 le Football Club d'Aix-les-Bains Rugby, dont est issu le docteur Forestier, membre de l'équipe de France en 1912. Ensuite, le Rowing Club est créé alors que la voile et l'aviron deviennent à la mode au début du XXe siècle. N'oublions pas non plus les matchs de polo sur l'hippodrome. Même si le développement des sports dans la cité thermale au début du XXe siècle n'est pas dû uniquement à la présence des Britanniques, mais également à l'impulsion de certains hôteliers et médecins, on doit reconnaître que les anglo-saxons ont fortement influencé le choix de certaines activités. Plus généralement, qu'ils aient été simples touristes ou curistes, que ce soit les membres de la famille royale, les premiers ministres ou encore des personnages importants tels que banquiers, industriels, médecins, les sujets de Sa Majesté ont marqué fortement le développement d'Aix-les-Bains. Ils s'installent parfois à demeure dans la cité thermale et deviennent mécènes ou bienfaiteurs de la ville qui en garde encore aujourd'hui de nombreuses traces.